Nous voici arrivés à la fin de la partie 6. Dans la vidéo précédente, nous avons étudié un exemple de suite récurrente définie par une fonction f, dans le cas où f était croissante sur une partie stable grand A. Ici, nous allons étudier un cas où f est décroissante. Avant d'énoncer une proposition générale, je vais refaire une petite représentation graphique à nouveau. Voici la fonction f, je choisis ici u0, et j'effectue donc, comme d'habitude, la construction que vous commencez à mieux connaître maintenant. Donc ici, je me projette sur le graphe, puis sur la diagonale, et je recommence. Donc ce genre d'animation, entre guillemets, nous en avons déjà traité pas mal d'exemples. Donc dans le cas où f est décroissante, il est très caractéristique d'observer une spirale ou un escargot. Et je vais m'arrêter là. Voilà. Donc vous voyez sur ce graphe qu'ici nous avons U0. U1 va se trouver ici. U2 va se trouver là. U3 va se trouver là. Et U4 va se trouver là. Donc si j'entoure en vert les termes qui ont un indice pair, je vois qu'ils forment une suite qui a l'air d'être croissante sur cet exemple. Si j'entoure en bleu les termes d'indice impair, eh bien eux, ils forment une sous-suite qui a un autre comportement. Cette sous-suite a l'air d'être décroissante. Et en effet, nous allons démontrer la proposition suivante, donc toujours dans le cadre habituel. Si f est décroissante sur grand A, alors les sous-suites U2n et U2n plus 1 sont toutes les deux monotones, mais de sens contraire. C'est-à-dire que l'une est croissante et l'autre est décroissante. Plus précisément, si le terme U2 est plus grand que le terme U0, eh bien la sous-suite U2n est croissante et la sous-suite U2n plus 1 est décroissante. C'est l'exemple qui est représenté graphiquement sur la page de gauche. Par contre, si U2 est plus petite que U0, alors attention, j'ai écrit 0 mais c'est U0, si U2 est inférieur ou égal à U0, eh bien c'est la sous-suite des U2n qui est décroissante et la sous-suite des U2n plus 1 qui est croissante. La démonstration va entièrement reposer sur les résultats que nous avons déjà démontrés dans le cas d'une fonction f croissante. En effet, pour tout n appartenant à grand N, nous avons U indice 2 fois n plus 1, c'est-à-dire U indice 2n plus 2, qui est égal à f de U 2n plus 1, qui elle-même est égale à f de U2n, c'est-à-dire f rond f de U2n. Donc si nous posons une nouvelle suite, la suite Vn égale à U2n, eh bien alors nous avons le terme V0 qui appartient à grand A, et ensuite Vn vérifie la relation de récurrence suivante pour tout n, V indice n plus 1 est égal à f rond f de V indice n, puisqu'en effet ici, V indice n plus 1 c'est bien U indice 2 fois n plus 1, et Vn c'est U2n. Donc cela correspond à la relation que nous venons d'obtenir juste au-dessus. Or, nous connaissons le résultat suivant sur les fonctions. Si f est décroissante, eh bien f rond f est croissante. Donc ici, la suite Vn est monotone. Et nous avons vu dans la vidéo précédente que si U2 est plus grand que U0, eh bien cela est équivalent finalement à dire que V1 est plus grand que V0, puisque U2, justement, c'est V1. Et U0, c'est V0. Eh bien dans ce cas, la fonction Vn est croissante. C'est-à-dire la fonction U2n. La suite U2n et la suite Vn. Par contre, si U2 est inférieur ou égal à U0, c'est-à-dire que V1 est inférieur ou égal à V0, alors la suite U2n va être décroissante. Évidemment, nous pouvons faire la même chose pour la sous-suite des U2n plus 1. Si nous posons Wn égale U indice 2n plus 1, alors de la même manière que précédemment, nous avons W indice n plus 1, ça c'est un W, qui est égal à W indice, qui est égal à U indice 2n plus 3, et ceci c'est f rond f de U 2n plus 1. Nous remontons 2 rangs
au-dessus, avant. Et donc c'est f rond f de Wn. Donc la suite Wn vérifie elle aussi que son premier terme est dans grand A, et pour tout n dans grand N, W indice n plus 1 est égal à f rond f de Wn, avec toujours f rond f croissante. Donc la suite Wn est monotone. Alors, si nous reprenons les deux cas précédents, si U2 est plus grand que U0, eh bien en composant cette inégalité par f qui est décroissante, nous obtenons f de U2 inférieur ou égal à f de U0, car f est décroissante. Donc nous obtenons U3 inférieur ou égal à U1. Or U3, c'est W1, et U1, c'est W0. Donc nous avons une suite monotone avec W1 plus petit que W0, et bien la suite Wn est décroissante, c'est-à-dire que la suite U de n plus 1 est décroissante. Or, dans la page de gauche, nous avons vu que dans le cas où U2 est plus grand que U0, eh bien U de n est croissante. Donc nous avons bien vérifié que nos deux suites U de n et U de n plus 1 sont monotones de sens contraire. Dans le cas où cette fois-ci c'est U2 qui est inférieur ou égal à U0, alors la suite U de n est décroissante, à gauche nous l'avons vu décroissante, mais ici, par le même raisonnement, nous obtenons que U3 est supérieur ou égal à U1, c'est-à-dire que W1 est supérieur ou égal à W0, et donc U de n plus 1 est croissante. C'est-à-dire, en effet, monotone de sens contraire à celui de U de n. Ceci nous prouve donc la proposition. L'une des conséquences de cette proposition, c'est que très souvent pour étudier ce type de suite récurrente avec f décroissante, nous étudions séparément la sous-suite U de n et la sous-suite U de n plus 1. Chacune de ces deux sous-suites, nous les étudions grâce à la fonction f rond f qui est croissante. Donc nous sommes ramenés au cas de figure de la vidéo précédente. Une fois que nous avons étudié séparément ces deux sous-suites, eh bien nous savons que si toutes les deux elles ont la même limite, alors UN aura également cette limite. Dans tous les autres cas, la suite UN sera divergente. Si UN est divergente, mais que U de n et U de n plus 1 sont toutes les deux convergentes vers des limites différentes, que nous pourrons appeler L1 et L2, eh bien nous voyons que la suite UN est divergente, mais ces termes tendent vers une sorte d'alternance. Un terme sur deux tend vers L1 et les autres termes sur deux tendent vers L2. Donc c'est ce que l'on appelle un cycle de longueur 2. Ce sont des résultats mathématiques qui vont bien au-delà du programme de prépa. Nous allons illustrer ce phénomène sur l'exemple suivant. Posons U0 égale à 1/2, et pour tout n appartenant à grand N, posons UN plus 1 égale UN moins 1 le tout au carré. C'est-à-dire que nous allons considérer la fonction f qui va de R dans R, et qui à x associe x moins 1 au carré. Alors j'ai représenté sous Python le graphe de la fonction f que j'ai inséré ici en bas à droite. Il s'agit ni plus ni moins du graphe de la fonction f carré qui est décalé de 1 vers la droite. Donc en particulier, f est décroissante sur l'intervalle 0,1 puisque la fonction x carré est décroissante sur R-. Or f de 0 est égal à 1 et f de 1 est égal à 0. Donc l'image par f de l'intervalle 0,1, c'est encore l'intervalle 0,1. Ainsi, l'intervalle 0,1 est stable par f. Or, il se trouve que U0 est dans cet intervalle. Nous savons que lorsqu'une partie est stable par f et que cette partie contient U0, alors, pour tout n dans grand N, UN appartient à cette partie stable. Donc ici, UN appartient à 0,1. UN est donc une suite bornée, ce qui va être très important. Pour avoir d'autres renseignements, nous allons utiliser maintenant que f est décroissante sur 0,1, qui elle-même est stable par f. Donc d'après la proposition précédente, eh bien les suites U de n et U de n plus 1 sont monotones. Comme elles sont bornées, eh bien elles convergent. Nous allons maintenant essayer de déterminer leurs limites,
et de déterminer laquelle des deux sous-suites est croissante et laquelle est décroissante. Alors à partir de là, les choses deviennent un peu plus subtiles. Nous allons devoir étudier la fonction f rond f. La fonction f rond f, c'est la fonction qui à x associe x moins 1 au carré moins 1 et le tout est encore mis au carré. Donc nous nous rendons compte que si nous simplifions cette expression, nous obtenons x carré facteur de x moins 2, le tout au carré. Essayons de résumer les deux questions que je viens de me poser en fonction de f rond f. U2n et U2n plus 1, nous savons qu'elles vont converger vers des points fixes de f rond f, puisque f rond f est continu. Donc elles convergent vers des points fixes de f rond f. Il va donc falloir calculer ces points fixes de f rond f. Et puis l'autre part, par exemple, si c'est la suite U2n qui est croissante, cela signifie que nous avons U2 supérieur ou égal à U0. Cela, c'est équivalent à f rond f de U0 supérieur ou égal à U0. Donc nous aimerions savoir si cette inégalité est vérifiée ou pas. Pour cela, nous allons regarder pour quelle valeur de x avons-nous f rond f de x supérieur ou égal à x. Ou encore, quand est-ce que nous avons f rond f de x moins x supérieur ou égal à 0. Donc, nous voyons qu'en même temps, pour déterminer les points fixes de f rond f et si U2n est croissante ou décroissante, nous allons étudier la fonction g, qui à x va associer f rond f de x moins x. Parce qu'avoir son signe et ses points d'annulation, eh bien cela répondra aux deux questions précédentes. Donc nous introduisons cette fonction g. Première remarque, si x est un point fixe de f, c'est-à-dire si f de x est égal à x, alors en recomposant cette égalité par f, nous obtenons que f rond f de x est égal à f de x, qui lui-même est égal à x. Donc les points fixes de f sont des points fixes de f rond f. Cela c'est toujours vrai, et c'est une première étape qui est intéressante, car afin de calculer tous les points fixes de f rond f, eh bien nous allons d'abord calculer les points fixes de f, qui vont être plus simples à calculer, puisque c'est très souvent le cas, mais c'est le cas en particulier dans notre exemple, f rond f a une expression plus compliquée que celle de f. Donc il va être plus compliqué de chercher les points fixes de f rond f que ceux de f. Connaître déjà les points fixes de f avant de chercher ceux de f rond f, cela nous fera déjà une partie du travail. Donc nous allons commencer déjà par déterminer les points fixes de f. Alors je dis les de manière générale, mais peut-être qu'il n'y en a qu'un. Et puis nous avons vu sur la représentation graphique de petit f qu'a priori il ne devrait n'y en avoir qu'un. Et bien sûr nous ne cherchons que les points fixes toujours ici sur 0, car tous les termes de notre suite sont entre 0 et 1, ce qui se passe en dehors de cet intervalle ne nous intéresse pas. Donc si x appartient à 0, 1, f de x est égal à x, est équivalent à x moins 1 au carré est équivalent à x, et si vous développez cela, vous allez obtenir x carré moins 3x plus 1 est égal à 0. Il se trouve qu'ici, si vous calculez le discriminant, etc., vous allez vous apercevoir qu'il y a deux racines qui sont égales à 3 plus ou moins racine de 5 sur 2, et la seule qui se trouve dans l'intervalle 0, 1, c'est 3 moins racine de 5 sur 2. Puisque racine de 5 est plus petit que 3, donc 3 moins racine de 5 est bien positif, mais 3 moins racine de 5 c'est plus petit que 1, donc une fois divisé par 2, nous avons bien une valeur entre 0 et 1. Par contre, 3 plus racine de 5 sur 2 est évidemment supérieur ou égal à 1. Donc c'est le seul point fixe de f qui se trouve dans l'intervalle 0,1. Et maintenant, nous allons nous intéresser à la fonction g. Pour tout x entre 0 et 1, g de x, c'est la fonction f rond f de x moins x. Donc g de x, c'est la fonction x carré facteur de x moins 2, pardon. Bon, ça reviendra au même puisque c'est au carré moins x. Si nous développons tout cela, nous obtenons x carré facteur de x carré moins 2x, moins 4x, pardon, plus 4 moins x, ou encore x4 moins 4x3 plus 4x2 moins x. Si nous factorisons tout cela par x,
nous obtenons x facteur de x3 moins 4x2 plus 4x moins 1. Alors nous voyons ici que 0 est un point d'annulation de g. Cela signifie que 0 est un point fixe de f rond f. En effet, f de 0 vaut 1 et f de 1 vaut 0. Donc quand nous calculons f de 0, nous avons bien 0. Mais au passage, avec ces mêmes calculs, nous voyons que si nous calculons f de 1, nous avons 0, et f de 0 vaut 1. Donc f rond f de 1 est encore égal à 1. Cela signifie que g de 1 devrait valoir 0. Et en effet, si nous regardons le polynôme de degré 3 ici, nous voyons qu'il s'annule en 1. Nous pouvons donc factoriser ici tout ce polynôme de degré 3 par x moins 1. Et nous obtenons quelque chose d'intéressant puisque nous obtenons x carré moins 3x plus 1. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? Eh bien, vous aurez probablement remarqué qu'ici, nous obtenons exactement f de x moins x que nous venons d'étudier au-dessus. Et nous savons que sur 0,1, ce polynôme s'annule uniquement en 3 moins racine de 5 sur 2. Il va être positif à gauche de 3 moins racine de 5 sur 2 et négatif à droite. Et cela, eh bien cela nous permet de tracer le tableau de variation de G. Alors plus exactement, c'est un tableau de signes que nous allons construire car c'est seulement le signe de G qui nous intéresse. G est entièrement factorisé en bas de la page de gauche. Nous avons donc les trois facteurs x, x moins 1 et x carré moins 3x plus 1 dans ce tableau. Nous savons qu'en 0, x s'annule, mais il est positif partout à droite. X moins 1, lui, s'annule en 1 et est négatif à gauche de cette valeur. Et x2 moins 3x plus 1, nous savons qu'il s'annule en 3 moins racine de 5 sur 2. Il est positif à gauche de ce terme puisque le graphe de la fonction f se situe au-dessus de la diagonale, à gauche du point fixe, et à droite du point fixe, le graphe se situe en dessous. Donc nous avons ici un signe négatif. Par conséquent, G a 3 points d'annulation, 0, 3 moins racine de 5 sur 2 et 1. Il est négatif entre les deux premiers points fixes et positif entre les deux suivants. Cela signifie qu'en particulier, un demi que j'ai placé ici en haut de notre tableau, un demi qui est égal à U0 et qui est bien plus grand que 3 moins racine de 5 sur 2, eh bien un demi se trouve dans la zone où G est positive. Donc nous avons G de U0 qui est égal à G de 1 demi, qui est positive. Donc, f rond f de U0 est supérieur ou égal à U0. Cela signifie que U2 est supérieur ou égal à U0. Par conséquent, eh bien la suite U de n est croissante. Et la suite U de n plus 1 est décroissante. Alors si nous nous occupons d'abord de la suite U de n, eh bien elle est croissante et elle converge, donc elle converge vers l'un des trois points fixes de G. Or, nous avons ici U0 qui est strictement plus grand que 3 moins racine de 5 sur 2, qui lui-même est strictement positif, et U2 est nécessairement inférieur ou égal à tous les termes en U de n, pour tout n supérieur ou égal à 1. Donc, la suite U de n qui converge vers un point fixe ne peut pas converger vers 0, elle ne peut pas non plus converger vers 3 moins racine de 5 sur 2, elle converge donc nécessairement vers le troisième et dernier point fixe de G, qui est 1. Donc la suite U de n converge vers 1. Alors nous pouvons d'ores et déjà dire que la suite UN ne peut pas converger, parce que si la suite UN convergeait, elle convergerait vers un point fixe de f, or il n'y en a qu'un, c'est 3 moins racine de 5 sur 2, et ça n'est pas la limite de U de n. Il nous faut maintenant déterminer la limite de la suite U de n plus 1. U de n plus 1 est décroissante, donc sa limite ne sera probablement pas 1. Mais par contre, il reste les deux autres points fixes. Alors que pouvons-nous dire déjà du terme U1? Eh bien, U1 est égal à f de U0, c'est-à-dire 1 demi moins 1 le tout au carré, donc 1 quart. Et 1 quart, eh bien cela est strictement plus petit que 3 moins racine de 5 sur 2. Donc avec le même genre de raisonnement que précédemment, nous avons que pour tout n supérieur ou égal à 1, U 2n plus 1 est inférieur ou égal à U1 puisque la suite U 2n plus 1 est décroissante, et U1 est strictement plus petit que 3 moins racine de 5 sur 2, qui lui-même est strictement plus petit que 1.
U de n plus 1 converge, mais elle ne peut pas converger ni vers 1, ni vers 3 moins racine de 5 sur 2, 3 moins racine de 5 sur 2, puisque ces deux points fixes sont strictement plus grands que U1, qui lui-même est plus grand que tous les autres termes de la suite U de n plus 1. Donc U de n plus 1 converge vers 0. Alors ceci entérine une dernière fois le fait que UN ne peut pas converger, puisque les deux sous-suites U de n et U de n plus 1 n'ont pas la même limite. Alors à quoi ressemble le comportement de la suite UN? Pour cela, j'ai calculé sous Python les 12 premières et même les 13 premières valeurs de la suite UN. Nous voyons qu'assez rapidement dans la colonne de gauche, les termes de U d'indice pair tendent très vite vers 1, et dans la colonne de droite, les termes de U d'indice impair tendent assez vite vers 0. On dit que la suite UN tend vers un cycle de longueur 2. La suite UN se rapproche du comportement de la suite qui aurait pour terme 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Nous avons une suite qui se rapproche d'une autre suite. On appelle ça un cycle de longueur 2. Ce cycle de longueur 2, nous pouvons d'ailleurs l'observer graphiquement. Donc j'ai repris ici le graphe de f. Le point de départ de notre suite U0 se trouve là. Et je vais tenter de tracer la spirale à peu près correctement. Donc voici le terme U1 que je reprojette sur la diagonale et je construis ma spirale. Il se trouve que cette spirale s'élargit, nous y attendions. Tous les termes qui se trouvent à droite du point fixe, ce sont les termes en U de n. Ils vont être de plus en plus grands et vont tendre vers 1. Tous ceux qui se trouvent à gauche, ce sont les U de n plus 1 qui, eux, vont décroître en tendant vers 0. Donc, nous nous rapprochons déjà de 0 et de 1. Et je ne vais pas, alors le dernier trait est quand même pas terrible, je ne vais pas pouvoir aller beaucoup plus loin avec la précision dont je dispose. Mais nous voyons que cette spirale tend vers le carré qui a pour coin les points de coordonnées 0, 0 et 1, 1. Alors ce carré vert est bien la limite de notre spirale, car f de 0 vaut 1 et f de 1 vaut 0. Donc la spirale rouge s'écrase en partant de l'intérieur, elle va s'écraser vers l'extérieur sur ce carré vert. Voilà, donc vous remarquerez que l'étude des suites récurrentes dans le cas où f est décroissante est nettement plus compliquée que pour les fonctions f croissantes. Nous sommes ici vraiment à la limite du programme. Il est important de savoir traiter des exemples avec des fonctions f croissantes. Pour les fonctions décroissantes, eh bien, souvent vous aurez des indications éventuellement à l'écrit. Ce sont des exercices plus difficiles.